Bonjour! Alors, c'est parti pour un tout nouveau vlog. On débute la semaine en ce vendredi 3 octobre, version studio mobile, pause repas. Toujours autant en microbé du nez. Un jour, ça va disparaître, j'espère, avant la fin de l'hiver, même si on n'a pas commencé encore. Voilà, donc, nouvelle semaine qui commence donc sous le signe du retour au travail post-vacances, mais surtout post-grosse période de microbes, donc je suis pas top énergie. Alors, mes ambitions de lecture doivent s'adapter à mon énergie. Aucune idée ce que je vais lire cette semaine. J'ai bien entendu des lectures de ma pioche à lire du Pumpkin Autumn Challenge que j'aimerais pouvoir faire. J'ai aussi plein d'autres livres que j'ai, des livres de bibliothèque, des romans graphiques. J'en ai d'ailleurs un livre de bibliothèque, celui que j'hésitais un peu à lire, là, qui est A Witch Guide for Burning, quelque chose comme ça, que j'ai à la maison, mais qu'il faut que je rapporte pour dimanche. Donc peut-être que celui-là, ce sera peut-être mon premier que je vais lire. Là, on est vendredi, peut-être que demain après-midi, je vais m'y consacrer avant de le rapporter. Mais sinon, en lecture auto, je ne sais pas trop par quoi je vais commencer ma semaine. Aucune idée. Vraiment aucune idée. Voilà. Bon. Je voulais juste prendre le temps de démarrer le nouveau vlog pour pas oublier. Sinon, est-ce que j'ai d'autres choses, d'autres événements? Pas a priori, d'autres événements. Puis comme je vous dis, ça va vraiment dépendre, en fait, de mon énergie que je vais avoir cette semaine, en fait, en fin de semaine, puis tout ça. Donc, je vais vous tenir au courant sans faute. Mais peut-être que je vais enfin pouvoir commencer un casse-tête que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui justement met en scène une scène cosy un peu avec des livres, des boissons chaudes, des choses comme ça. En même temps, en fin de semaine, il y en a comme 28. Je suis en compte en octobre, please. Bon, on va voir. Peut-être que ce sera autre chose aussi que je ferai. Mais c'est sûr que je vous amène avec moi sans souci. Et puis, ben voilà. Donc, sans plus tarder, on lance le tout. Sur ces deux romans-là, mais vraiment, il faut lire Joyce Meyer en fait. Il n'y a pas de choix. Et j'ai commencé hier soir De Femme et d'Acier de Cécile Chabot, publié chez Pocket, qui vient de sortir chez Pocket. Hey, coucou! Alors, on se retrouve. On est le samedi 4 octobre. 4 octobre. Et je suis de retour du boulot. Il est temps que cette semaine de reprise de boulot se termine. En plus, aujourd'hui, j'en parlais pas beaucoup, mais il y a eu un événement au travail. Bon, je travaille en service à la clientèle, donc vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, quelque chose de fort désagréable. Absolument pas grave, mais fort désagréable. Et ça m'a un peu... C'était vers la fin de mon quart de travail, donc je décroche pour la fin de semaine. Ça me tente pas du tout de penser à ça. Ça tombe bien. Parce que j'ai décidé finalement d'oser une lecture. C'est drôle parce que cette lecture-là, je l'ai vue passer partout, cette série-là, cette autrice-là, dans la booktubosphère française. Moins au Québec, si, mais c'est sûr que c'est une autrice qui écrit en anglais initialement, donc peut-être que si j'étais dans la booktubosphère anglophone, j'aurais plus vu passer. On est vraiment dans une autrice, en fait, de Cozy Mystery qui a eu un parcours pas typique. Ben, en fait, peut-être typique pour certains Cozy Mystery, mais en fait, elle a commencé par par fonctionner en auto-édition. Je pense qu'elle est encore en auto-édition. En tout cas, en ce qui concerne les traductions françaises de sa série, elle a trouvé pour ses éditeurs français un éditeur qui publie ses livres alors qu'elle continue à avoir ses livres aussi en auto-édition. Donc, c'est l'éditeur c'est chez City et c'est l'autrice H.Y. Anna. Donc H.Y. Anna, qui est connue plus particulièrement pour cette série-là en français, mais en anglais, elle en a fait vraiment plusieurs. Et c'est la série Les Thés meurtriers d'Oxford, donc, dont j'avais trouvé le premier tome en boîte à livres. Donc, Les Thés meurtriers d'Oxford, premier tome, Chou à la crime. Alors là, c'est la traduction en français. Évidemment que j'essaie de voir si j'étais capable de le trouver en numérique minimalement en français parce que même s'il n'est pas très long comme livre, je savais que j'allais faire des déplacements. Puis je me disais, si jamais j'y ai accès, on verra bien. Puis c'est un livre que j'ai mis audacieusement dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge. Et pourquoi je dis audacieusement, c'est à cause
des préjugés que j'ai pu avoir par rapport à cette série-là parce que, bon, premièrement, bon, juste moi, visuellement, c'est pas quelque chose qui m'attire tant que ça. Pour moi, ça évoque quelque chose de comme hyper léger, puis c'est correct, mais peut-être trop pour moi. Deuxièmement, c'est une structure qui reprend la structure assez typique de je mélange toujours. Julie, voilà, quelque chose Fluke. Joanne Fluke. C'est sa série des Anna Svensson, donc qui se passe aux États-Unis. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de points communs, à la limite de trop de points communs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense pas que c'est du plagiat, mais disons que c'est très fortement inspiré. Puis là, ben, je me disais, ben, j'avais déjà lu un Anna Svensson, le premier tome, je trouvais ça correct, mais sans plus, c'était comme vraiment dans les gros clichés et tout, puis j'étais comme bof. Et je me disais, je vais-tu vraiment lire ça en plus? Puis tout le monde était comme vraiment emballé par ça. Puis moi, des fois, quand il y a trop de monde qui sont emballés par ça, je me dis, ça doit pas être pour moi, blablabla. Alors, j'ai décidé de me lancer dans ce tome-là. Je suis désolée, c'est un peu beaucoup en circonvolution, tout ça. Mais bon, la journée a été dure, la semaine aussi, donc voilà. Tout ça pour dire que c'est pour ça que je vous disais que j'étais un peu gênée de commencer parce que je me disais, a priori, je risque de pas trouver ça intéressant. Je trouve ça peut-être de moindre qualité, puis que ça va pas nécessairement me plaire, puis pourquoi je ferais ça. Mais dans le fond, j'avais trouvé en boîte à livres, puis je voulais l'essayer parce que c'est des séries qui roulent beaucoup. Puis, même si c'était pas nécessairement exactement pour moi, mais comme je vous dis, je travaille en bibliothèque, puis bien oui, ces séries-là, on en fait l'acquisition pour la bibliothèque, puis ça roule beaucoup. Puis elle a sorti une seconde série qui avait l'air d'avoir un peu moins ben, en fait, des bonnes recensions. Donc, tu sais, je me suis dit, bah, par curiosité. Sauf que là, je voulais l'avoir en numérique parce que, comme je vous disais, j'ai des déplacements à faire. Puis là, je me disais, ben, si je vais commencer en papier, mais si je veux poursuivre. Puis je le trouvais pas. Puis je ne l'ai quand même pas acheté. J'avais trouvé en boîte à livres. Je ne pouvais pas l'emprunter en numérique. Puis j'étais comme, je ne vais pas acheter en numérique un livre que je ne sais même pas si je vais aimer. Mais finalement, j'ai trouvé le livre numérique de la version originale. Donc, la série, le nom de la série en version originale est quand même plus cocasse. Mais la couverture est affreuse. Je verrai tout de suite, alors préparez-vous mentalement. Et alors, la série, alors voici pour la vignette. C'est A Scone to Die. Donc, voilà. Et, ben, écoutez, je l'ai en anglais depuis ce temps-là. Je suis dans la version anglaise. Puis je pense que, heureusement, j'ai l'impression qu'en français, ça va peut-être un peu être lourd. La traduction, peut-être un peu plus lourdement franchouillarde. Parce que je vous lis. Je sais pas si je vous lis la quatrième de couverture. Je pense que je vais te faire le résumé. Dans le fond, ça se passe à Oxford, donc en Angleterre. Donc déjà en partant, c'est quand même un lieu qui m'intéresse a priori. Et on va y retrouver Gemma Rose, qui avait un emploi super prestigieux, puis mais elle s'y reconnaissait pas, puis elle va décider de tout plaquer. Son emploi et tout ça pour, quand elle entend parler d'une opportunité d'ouvrir un salon de thé. On sent bien que c'est ça. Ouais, un salon de thé à l'anglaise, un traditionnel, en fait à Oxford, mais l'endroit où elle a grandi. Puis là, bon, elle lâche tout pour ça. Et elle n'a pas tant de talent en cuisine, donc en partant, ça part un peu weird. Elle n'a pas nécessairement les reins super solides non plus au niveau financier. Fait qu'elle finit par sa meilleure amie depuis l'enfance avec qui elle est allée à l'école et tout, qui, elle, est une artiste, donc il y a toujours des espèces de petits boulots de jour en plus de l'art qu'elle fait. Décide de rejoindre un peu l'aventure pendant qu'elle va ouvrir son salon de thé pour être serveuse, mais elle n'a pas de cuisinier, mais finalement, elle trouve la perle rare. Bref, elle commence tout ça. Puis ça fonctionne bien, donc on la rencontre dès le départ et tout ça. Puis ça roule quand même assez bien, mais ça reste que c'est un peu épeurant parce qu'elle ne sait pas trop si elle va réussir. Puis c'est quand même un gros risque en tant que tel qu'elle prend. Or, malencontreusement, une journée, il va avoir une journée très occupée, il va avoir un client, un Américain très typique et très caricatural, vraiment désagréable, voire complètement inapproprié. Là. Il va même à un moment donné agripper le derrière de la serveuse. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'affreux qui va passer dans son salon de thé. Puis, bon, ça va rester comme ça. Puis le lendemain matin, eh bien, elle va retrouver ce même homme-là dans la cour intérieure de son salon de thé et il est mort. Et il est mort en s'étouffant visiblement avec un des scones qu'il avait demandé la veille quand il était allé dans son salon de thé. Voyez-vous? Alors tout ça, voyez-vous, cette espèce de structure-là,
c'est quand même une structure qui est similaire un peu au début de ce que je vous disais, la série là, des Anna Svensson, donc Joanne Fluke. La différence, c'est qu'elle, c'est une biscuiterie qu'elle ouvre, puis elle, c'est un salon de thé, fait qu'elle, c'est des scones, puis l'autre, c'est des biscuits, vous savez un petit peu. Mais après, ça se divise quand même pas mal. Bon, on retrouve aussi potentiellement, évidemment, elle retourne dans une ancienne ville, donc elle a sa meilleure amie. Puis là, ben, rapidement, elle va tomber sur... bon, elle a quelqu'un avec qui elle s'entend bien, que sa mère voudrait bien qu'elle soit avec lui, puis elle est comme, je suis pas trop sûre. Puis le policier qui va venir enquêter sur ça, c'est son ancien amour quand elle était au collège. Puis ça s'est pas super bien terminé. Fait que là, vous voyez un peu triangle amoureux potentiel. Après, je me disais, oh mon Dieu, je m'arrachais les cheveux de... C'était comme trop de clichés pour moi. Il y avait trop de liens avec Joanne Fluke. Mais là, finalement, j'ai comme vraiment beaucoup aimé le ton, en fait. Donc, l'espèce de... En anglais, c'est wit, mais je sais pas, la verve, peut-être? Ouais, la verve de la plume de l'autrice qui se prend absolument pas au sérieux dans le sens où... mais c'est ça, c'est pas pompeux du tout, c'est accessible, c'est dynamique. On a accès au dialogue intérieur de Gemma, donc le personnage principal, de sa meilleure amie. C'est très comique, là, on éclate de rire un peu. En même temps, bon, tu sais, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Ce qui va se passer, en fait, c'est que Gemma va finir par devoir mener l'enquête par elle-même sur qu'est-ce qui s'est passé parce que la police, tant que c'est pas réglé, garde son salon de thé fermé, puis elle ne veut pas se permettre d'avoir son salon de thé fermé, fait qu'elle va essayer d'enquêter. Mais bien entendu, la police continue d'enquêter de son côté. Fait que là, bon, elle va essayer de faire avancer les choses. Donc, ça aussi, c'est encore un parallèle, mais je vais arrêter de faire ces parallèles avec la fameuse série dont je vous parle. Cela dit, comme je vous dis, j'ai comme décroché, j'ai comme arrêté de faire les parallèles. Ils sont encore là, ils vont toujours être là. On est dans quand même des personnages archétypaux. On est dans des structures typiques, disons, à la limite des tropes de romance, là, mais sinon Cozy Mystery romance. Mais jusqu'à maintenant, j'aime vraiment gros comment les personnages parlent, puis comment ils approchent la situation. Donc, c'est vraiment tordenté. Bon, on s'entend, là, ça sera pas... ça gagnera pas un Pulitzer là, d'écriture, mais jusqu'à maintenant, je suis agréablement surprise. Puis là, je comprends un peu plus pourquoi les gens veulent continuer cette série-là. Parce que je crois que c'est vraiment que, dans le fond, on s'attache au personnage, à sa façon de parler, à sa façon de voir les choses. Puis en plus, il y a des personnages secondaires qui ont l'air trop hot. Il y a comme 3 vieilles dames qui viennent toujours dans son salon de thé. Puis qui sont comme un petit peu, tu sais, un petit peu envahissantes. Là, genre, ils donnent toujours des petits conseils non souhaités à Gemma. Fait que j'imagine que les autres, elles aussi, elles vont finir par se ramasser un peu mêlées à tout ça. Donc, tu sais, ambiance un peu small town, mais bon, c'est Oxford, mais c'est quand même Oxford, justement, avec les universités. Puis là, on sent qu'il y a quelque chose de louche. Rapidement, elle va comme comprendre. Elle dit, mais là, le touriste américain, il n'a pas l'air si américain que ça parce qu'il connaît vraiment la ville d'Oxford. Fait que, tu sais, fait que là, on va comme comprendre que peut-être que ça a un lien autre. Fait que, tu sais, c'est pas tant. Je pense pas que l'enquête va potentiellement être une enquête. J'imagine que je vais peut-être rapidement, on pressent déjà un peu qu'est-ce que c'est, fait que je pense que dès le début, mais je pense que c'est un peu à la manière, disons, des MC Beaton, qu'on sait pas tant que c'est si mystérieux que ça, l'enquête, c'est juste que on a du plaisir à retrouver les personnages nous surprennent quand même malgré leur apparence très typée, ils ont quand même toujours des petites choses qui nous font faire vraiment comique. Donc, écoutez, je vais voir, mais jusqu'à maintenant, j'ai quand même lu 100, après l'équivalent de 115 pages sur... Ben, je suis sur la version française parce que la version en anglais est sur le téléphone, puis je vous parle de ce téléphone-là, sur 340 pages, donc c'est très très court. Donc, je vais sans doute poursuivre ma lecture de ça. Techniquement, je vous avais aussi parlé que j'ai un livre à lire, techniquement, pour demain. Puis j'aurais aimé ça, le lire, parce qu'il faut que je le retourne absolument, parce que c'est un livre qui ne vient pas de ma bibliothèque. C'est un livre qui est un prêt entre bibliothèques. Mais c'est celui que je vous disais que j'hésitais à lire, parce que ça demande un peu, peut-être, des émotions assez stables. Là, je ne sais pas si aujourd'hui c'est une bonne journée, mais on verra. Mais c'était celui-là ici, dans le fond. Je vous l'avais nommé, là, mais c'est bien. C'est A Witch's Guide to Burning. Donc... A Witch's Guide to Burning, et c'est d'Aminder Dhaliwal, publié chez, ici, chez, je dis Aminder Dhaliwal, j'ai aucune idée comment on prononce son nom, ça doit pas être Aminder Dhaliwal. C'est quoi l'édition? Ah ouais, c'est John & Quarterly. Bon, voilà, donc, édition ici au Québec, canadienne. Voilà, donc ça se peut que je lise ça.
Je vais voir. Mon copain n'est pas encore arrivé. On commence à s'approcher de l'heure du souper, mais je pense qu'il va arriver vraiment tardivement. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pourrais commencer, voir comment je file avec cette lecture-là? Si j'arrive à la lire, bien entendu, je vais vous en parler. Puis sinon, ben, on poursuivra avec le fameux H.Y. Anna. Alors, ben voilà. C'était un long update finalement, mais je vous reprends quand je peux. Coucou vous autres. Alors, on est le lundi 6 octobre, je crois. Quelque chose comme ça. Et comme d'habitude, je suis en congé et je viens tout juste d'émerger du roman graphique que vous avez vu en petites images juste avant. Donc, qui est Witch's Guide to Burning de Aminder Dhaliwal, qui est une autrice canadienne. Et je suis complètement chamboulée, soufflée. Je savais pas trop à quoi m'attendre concernant ce roman graphique-là. Je me souviens même plus si je vous en avais parlé dans ce blog-ci. Je sais que j'en ai parlé avant. Mais en gros, A Witch's Guide to Burning, c'est une genre de fable un peu philosophique qui est une analogie sur la pression de la société, les demandes incessantes sur l'humain et ben, la notion de burn-out aussi. Bon, a priori, ça s'apparentait, on pourrait se dire, bon, c'est un roman graphique de croissance personnelle. Ça peut aussi juste rester dans le monde de l'imaginaire parce que c'est un monde complet qui est créé ici par l'autrice, qui est un monde où, je pense qu'on a une carte à la fin. Je l'ai regardé tantôt. Oui. C'est un peu scruffy, mais moi j'aime ça quand c'est un peu scruffy. Donc, ça, c'est le monde dans lequel on évolue, avec différentes sections dans ce monde-là, des cités, des endroits qui sont un peu plus ruraux. Et dans ce monde-là, il y a des sorcières et des sorciers. Je dirais plus magicien, plus que sorcière, parce que en français, witches, ça marche en anglais, mais en français, on dirait qu'il y a comme systématiquement une espèce d'étiquette mauvais sort, on dirait, à cause qu'on associe parce qu'on associe les sorcières à l'Halloween. Bref, il y a de la magie qui est là et les personnes qui effectuent cette magie-là, ce sont des humains, dans le fond, dans qui la magie va grandir et qui, ces personnes-là qui vont faire la magie sont exclusivement au service de la société dans laquelle ils évoluent. Donc, des parents de la magie qui vont les habiter. Bon, dans le cas de l'héroïne qu'on a ici, qui est Singe, c'est qui avait un autre nom avant. C'est une personne dont la magie s'exprime par le contrôle des intempéries, de la météo. Donc, elle habite dans un endroit très rural, agricole, et la société exige d'elle qu'elle contrôle le temps pour faire en sorte que la société prospère et tout ça. Et ben, on la drille un peu au fait que justement, est au service, qu'elle est heureuse de rendre service à la société, qu'il faut vraiment qu'elle fasse ça en continu. Mais en fait, faire cette magie-là, donc faire en sorte que la société fonctionne bien en raison de la magie, vous voyez un peu les analogies, là, je ne vais pas aller trop là-dedans, mais quand même, je vais vous laisser faire votre chemin. Bien évidemment, ça prend de l'énergie à la personne, mais comme elle est vraiment sous pression, ben, elle n'a jamais vraiment le temps de se reposer trop entre les demandes qui sont faites par la société pour que ça fonctionne. Puis c'est rare, elle ne va jamais utiliser la magie pour elle, pour faire en sorte que, bon, elle va prendre un moment pour prendre soin d'elle ou tout ça, parce que, bien évidemment, sa fonction, c'est d'être au service de la société. Dans ce monde-là également,
lorsque la personne qui effectue la magie, sa magie commence à être moins puissante ou que trop de ratés selon la société, on va procéder à un rituel assez cruel qui est de brûler la personne qui effectue la magie. Donc vraiment comme on faisait avec les sorcières à l'époque, dans la vraie histoire actuelle. Et on la brûle pour la libérer de sa magie. En la brûlant, dans le fond, la magie va disparaître complètement et la personne va oublier complètement qu'est-ce qu'elle avait comme souvenir de sa vie au complet, donc incluant la magie, et elle va devenir une personne régulière, mais sans histoire, sans passé. Et quand une personne qui effectue la magie est brûlée, ben, la magie, dans le fond, va s'incarner dans une autre personne en même cette société-là, qui va elle aussi devenir au service de la société. Donc, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est ça le contexte qu'on nous présente. L'histoire commence justement lorsque on rencontre, comme c'est indiqué dans la quatrième de couverture, une sorcière dans un champ de camomille qui visiblement a subi le rituel de l'immolation, malheureusement, mais que ça ne s'est pas complété parce qu'il y a comme eu de la pluie, puis dans le fond, elle est comme juste très, très blessée, mais pas complètement brûlée. Donc, elle a comme plus de souvenirs, mais c'est pas clair qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Et rapidement, dans le fond, cette personne-là, qui n'a absolument aucune idée de qui elle est, à part qu'elle est en souffrance, va se faire approcher par, on a ce qu'appelle des cendres qui sont dans le ciel. On a l'impression que c'est comme plus des esprits. Et c'est les esprits des personnes qui effectuent la magie qui ont été brûlées, elles aussi. Qui errent un peu, dans le fond, vu qu'ils n'ont plus de corps dans lequel s'incarner. C'est-à-dire que, bon, on s'entend, là, c'est l'âme de ces personnes-là qui errent, parce que la magie a déjà été redirigée par quelqu'un d'autre. Et elles vont comme un peu la sauver, dans le fond, en disant, ben regarde, faites-en pas, on a demandé à une sorcière, je vais dire sorcière parce que ça va être trop long sinon, une sorcière qui a des pouvoirs curatifs, de venir t'aider, accroche-toi, blablabla. Bon, cette sorcière-là arrive, personnage assez singulier qui s'appelle You. Ah, j'oublie toujours son nom, c'est drôle de nom. Yuveda. Elle arrive, puis ben, elle va commencer justement à prendre soin de la sorcière qui s'est faite semi-brûler, donc Singe. Et elle va dire, faites-en pas, je suis là. Puis ce qu'elle va faire, c'est super beau parce que c'est un symbole, en fait. Elle va essayer de commencer à la réparer en faisant, parce que dans le fond, le principe, c'est que si on veut qu'elle puisse retrouver sa vie, puis même ses pouvoirs magiques éventuellement, ben, il faut qu'on arrête que la magie fuit par son corps qui est brisé. Vous voyez un peu ce que c'est? Hein? L'énergie, la magie, corps brisé, la fuite, burn-out. Okay? Bon. Donc, elle va arriver là et elle va dire ce qui presse, en fait, c'est d'arrêter la fuite. Après ça, tu vas voir, il va y avoir différentes étapes que tu vas passer dans lesquelles tu vas tranquillement retrouver ta mémoire, ton passé, ton nom et tout ça. Mais pour le moment, ce qui presse, c'est juste comme de réparer ton corps. Et elle va faire, je me souviens plus c'est quoi le terme, je pense que c'est au Japon, je vais chercher puis je vous le mettrai au pire en bas. Et elle va réparer les craques dans le corps de la sorcière, donc Singe, avec des coulées d'or. Donc elle va avoir un corps qui va avoir des cicatrices, mais dorées, qui vont sceller justement ce qui reste de magie à l'intérieur. Et va s'en suivre après ça. Ah, aussi, cette sorcière-là, celle qui est la guérisseuse, de Yuveda, est accompagnée par un crapaud qui, rapidement, on se rend compte qu'il n'est pas juste un crapaud, qui n'est pas un animal de compagnie, mais qui est en fait un sorcier qui a comme voulu faire, qui est bon, lui, dans les sorts de métamorphose, puis qui a comme voulu faire quelque chose de super hot, puis de vraiment ambitieux, et qui, malheureusement, son sort, c'est comme un peu pas passé de la bonne façon, et il s'est transformé en crapaud en pensant parmi d'autres choses, mais il est resté pris dans sa forme de crapaud, puis il n'est plus capable de revenir à l'arrière. Habituellement, lui, ses métamorphoses, c'est des métamorphoses temporaires, donc, mettons, pour une certaine durée, pour aider. Mais là, dans son cas à lui, sa métamorphose semble être permanente. Donc, c'est également un sorcier, mais pris dans un corps de crapaud. Donc, ce duo-là improbable va venir pour essayer de venir en aide à Singe. Et Singe, c'est le nom qu'elle s'est choisi parce que quand les âmes lui ont parlé, parce qu'ils ont dit « Ah, t'es vraiment singed »,
Donc, en anglais, je mettrai la traduction. Et elle s'est comme juste accrochée à ça en étant que c'était son nom, dans le fond. Et là, ils vont partir en quête. Ils vont partir avec Yuveda, puis le crapaud qui s'appelle... Ah non! Buffo Wonder, c'est son nom. Et ils vont partir avec, dans cette espèce de longue quête-là, qui va être une double quête, donc qui va être évidemment la guérison, la convalescence de Singe, avec différents rituels que Yuveda va y faire faire. Ça va fonctionner par potion ou moment, puis ils vont avoir toujours... Mais évidemment, on comprend que c'est pour tranquillement qu'elle arrive à finir par se recentrer, se retrouver, rebâtir sa confiance en soi et tout ça. C'est ce qu'on comprend. Mais en fait, l'autre quête qu'on a, c'est que la fameuse Yuveda, en plus de sa tâche en tant que telle, elle s'est engagée envers les âmes des sorcières brûlées, parce qu'elle a déjà été sauvée dans le passé, à aider les sorcières qui sont semi-brûlées, puis qu'on retrouve là à justement revenir, entre guillemets, à leur vie magique et productive pour elles-mêmes, et non pas juste pour une société. Donc, des sorcières libérées, on va dire. Mais en plus de ça, ben là, elle est comme tombée sur Buffo Wonder, puis là, elle se dit qu'il faudrait bien qu'elle l'aide à redevenir autre chose que juste le crapaud. Fait qu'elle a comme essayé plein de choses dans le passé pour essayer de le ramener, mais finalement, ça n'a jamais fonctionné. Puis là, elle est en train de travailler sur une potion, puis ça demande vraiment plein d'ingrédients particuliers qui se trouvent à différents endroits du royaume. Fait qu'on va les suivre, dans le fond, cette espèce de nouvellement trio, groupe nouvellement à trois, là, qui vont se promener. Et à travers les quêtes pour les ingrédients, évidemment, ils vont rencontrer plein de monde, ils vont avoir des péripéties, et on va suivre l'évolution de la guérison de Singe. Ça ne sera pas sans heures, sans grandes avancées, reculs, mais c'est toujours présenté sous forme de quête magique, puis vraiment sous forme de blessures à la fois physiques et de l'âme. Puis, mais si on comprend que c'est une fable, comme je vous disais, philosophique, puis un peu comme de croissance, en fait, intérieure, les ficelles ne sont pas trop grosses. On accepte la convention sans problème. On croit également au monde magique qui est là. Puis là, ben, je vais m'en venir en fait à comment j'ai perçu ça, j'ai adoré ça. Et a priori, c'était pas gagné parce que, ben, vous avez vu un petit peu là, les visuels. Je vais essayer de vous en remontrer si j'arrive à faire le focus. Mais a priori, c'est vraiment un roman illustré. C'est un roman graphique, là, mais disons que c'est un roman illustré parce que si on a quand même des parties qui sont comme ça, donc vraiment composition graphique comme une BD, la plupart des pages sont comme ceci. Donc, énormément de texte avec un peu d'illustration. Et ça, d'ailleurs, c'est un exemple de un des rituels qui est à faire. Donc, on décrit ici avec les ingrédients puis sa fonction. Ben, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on le voit bien, mais les dessins sont un peu particuliers. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer sans que ce soit flou. Là, mais... Où est-ce qu'on voit ma face? Donc, les dessins sont ils ont un trait très net. Puis moi, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est en doute fait de façon informatique. Puis je ne sais pas si, pour moi, ça manquait comme, a priori, ça me disait, ouf, je ne vais pas embarquer parce que les illustrations m'ont comme manqué de sensibilité, alors qu'on comprenait vraiment que c'était comme une quête, une double quête, une quête magique, une quête liée aussi un peu au destin de ce royaume-là, mais particulièrement une quête interne de la part de la fameuse sorcière qui s'est faite brûler par le village parce qu'elle n'était plus assez productive. Et voilà. Mais j'ai été vraiment emportée par les personnages. On y croit vraiment bien. Ils ont toutes des caractéristiques particulières. Ils ont tous et toutes des forces, des choses qui sont vraiment énervantes, mais qu'on apprend quand même à bien aimer, apprécier malgré tout. Ils ont tous un passé qu'on apprend par bribes. On est pris aussi par la side quest, entre guillemets, là, qui est comme la quête qui est supposément principale, qui est la quête des ingrédients pour la fameuse potion, pour remettre Buffo Wonder dans un vrai, dans sa vraie forme d'humain. Mais plus ça va, puis plus ils vont rencontrer justement des obstacles qui sont à la fois des obstacles concrets, mais qui font référence à leur capacité, à comment ils vont avoir, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme attitude envers les obstacles, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer des démons. Puis les démons, en fait, c'est spécial, mais je trouve ça trop beau. Les démons, beau. Je trouve que c'est une trop belle idée pour ne pas vous en parler. Donc, les démons, c'est quand les sorcières sont brûlées par la société qui considère qu'elles sont pas assez productives, la magie qui s'éparpille,
autour, à l'endroit où la sorcière a été brûlée, où le sorcier a été brûlé, si c'est pas nettoyé après, ça va toujours vouloir aller vers une entité pour l'habiter, avoir une espèce de contenant. Puis, à ce moment-là, ça va devenir des démons, mais des démons avec des pouvoirs magiques. Et les démons, il y en a plusieurs. Puis, les principaux qui sont rencontrés là-dedans, mais ça va être le doute, c'est quoi dans cette date? Évidemment, c'est tout livre, évidemment, vous comprendrez bien quand on a une descente un peu aux enfers, évidemment, en termes de santé mentale. Ça commence par le dégoût. Donc, le dégoût en général, le dégoût littéral, mais aussi le dégoût de nous-mêmes. Après ça, il y a le doute, puis enfin, il y a le désespoir. Donc, ce sont des démons qu'ils vont rencontrer, qui vont entraver leur chemin. Ils vont se faire aider quand même pas mal par la clairvoyance des âmes des sorcières qui ont été brûlées, donc qui sont dans l'air puis qui errent. Mais même ces âmes-là n'ont pas le contrôle sur tout parce qu'elles peuvent juste errer comme elles n'ont pas un endroit pour se tenir. Elles errent seulement au gré du vent. Puis c'est seulement la nuit, dans le fond, qu'elles vont pouvoir sortir avec le vent quand le vent tourne. Donc, elles ne vont pas toujours pouvoir aller où elles veulent. Donc, elles vont recevoir un peu de l'aide de ça. Puis c'est surtout de l'aide de... ça va les aider à, évidemment, les localiser, les lieux où potentiellement ils sont, mais aussi sur qu'est-ce que ça peut faire sur eux autres. Puis là, oui, je ne sais pas comment vous en parler, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur total pour cette affaire-là. Cette proposition-là, cette proposition-là, j'avais peur. Comme je vous disais, c'était des sujets qui étaient quand même sensibles de mon côté. C'est extrêmement bien fait. C'est très bien travaillé. Ça va assez loin. Mon imaginaire, comme je vous disais, est suffisamment solide pour qu'on y croie, qu'on n'ait pas l'impression de se faire tenir par la main, puis que ce soit un guide de croissance personnelle déguisé. Mais en même temps, évidemment qu'il y a des choses que si jamais vous avez vécu des épisodes qui vont dans le sens d'un burn-out ou d'un épuisement ou de même une dépression à la limite, des choses qui vont peut-être allumer quelque chose en vous parce que ce sont quand même des étapes qui sont relativement connues. Mais on y croit, on a le goût de voir comment ça va se passer. Puis ce qui est super intéressant, c'est que l'accent est mis sur le parcours de Singe, qui est un parcours qui est atypique. Ça va vraiment déstabiliser Yuveda parce que elle a déjà instauré comment c'est censé fonctionner, tu es censé récupérer ta mémoire, puis éventuellement tu vas récupérer tes pouvoirs, puis il faut que tu passes chacune des étapes rituelles pour éventuellement en arriver là. Mais Singe, ça ne se passera pas comme ça, son affaire. Et là, ça va faire en sorte que Singe va commencer à douter d'elle-même parce qu'elle va avoir l'impression qu'elle n'est pas correcte, parce qu'elle va, évidemment, Yuveda va dire, mais voyons, c'est pas censé être comme ça. Fait que je trouve ça le fun parce que, en plus de nous emmener à travers le fait que ça semble être vraiment le temps qui est la chose majeure pour se réparer, puis à quel point recommencer à faire de la magie, à devenir productif, trop rapidement, quand on a encore des blessures qui sont on parle ici des petites réparations à l'heure, qui sont encore fragiles, puis ça va toujours rester fragile, mais ça peut de nouveau fuir. Donc, on peut revenir en arrière un peu dans notre progression. Dans le fond, en fait, c'est ça, c'est que non seulement on va passer à travers toutes ces étapes-là, mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est que on va passer à travers ces étapes-là, puis ça va être par le biais d'une personne qui ne les vit pas dans l'ordre. Puis s'il y a bien une chose, quand on est dans une situation comme ça, où la santé mentale est fragile, c'est que déjà, il y a de l'impatience d'aller mieux. Il y a la pression de la société pour qu'on aille mieux. Puis il y a notre perception de comment on serait censé réagir ou comment les autres pensent qu'on devrait réagir par rapport à ça. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai pas vu qu'il y avait de traduction en français de ce livre-là. Donc, désolée pour ceux qui lisent pas en anglais. C'est très... il y a énormément de textes, mais il n'y en a pas trop dans le sens que faut vraiment le savoir comme un roman illustré. Là. Percevez-le pas comme un roman graphique parce que je pense que le niveau de texte versus l'image est quand même pas... L'équilibre est différent d'un roman graphique, mais je pense quand même que c'est accessible. Donc, si jamais vous voulez tenter le coup, ou sinon, ben, éventuellement, j'imagine que comme c'est publié chez Drown and Quarterly, souvent, ça va être acheté. Les traductions, en tout cas, c'est souvent arrivé que ça allait chez potentiellement des fois scolastiques. Pour ça, peut-être moins... En français, souvent, ça va passer par une traduction chez un éditeur européen. Donc, je ne sais pas si les droits vont être achetés éventuellement, mais je vous le souhaite.
Sinon, ben, si vous voulez tenter le coup quand même, ça vaut la peine. Puis laissez-vous pas impressionner, comme je vous dis, par la densité des fois de certaines pages. C'est pas de la maladresse, c'est vraiment bien fait, c'est comme nécessaire qu'on ait ça. C'est pour qu'on croie à l'univers, c'est pour qu'on croie aux personnages, c'est pour que les personnages n'aient pas juste 2 dimensions. Euh, et puis je pense quand même, comme je vous dis, que c'est accessible à tout le monde, donc ça vaut la peine. C'est quelque chose, c'est un roman graphique que je me disais, je vais lire quand même relativement rapidement, parce que je suis habituée à lire des gros romans graphiques, mais ça prend un certain temps, puis je pense que c'est volontaire. Le rythme est quand même relativement... S'il y a quand même énormément de péripéties puis de rebondissements, ça fonctionne par chapitre. Ça reste que le rythme est quand même un peu lent, dans le sens où, évidemment, c'est la mise de l'avant de la convalescence ou de la guérison, le chemin vers la guérison d'une personne qui a été brisée. Donc, c'est sûr que ça prend un certain temps, puis ça prend un certain temps à lire puis à intégrer. Donc, voilà, c'est pour ça que ça m'a pris... Je l'ai commencé hier, j'ai terminé aujourd'hui, puis même là, j'aurais pu l'étirer encore plus, c'est juste qu'il est déjà en retard à la bibliothèque, donc je me suis dit que j'allais le rapporter rapidement pour ne pas faire attendre les gens qui le voulaient après moi. Mais voilà, donc, excellente lecture. C'est un coup de cœur définitivement de 2025. C'est très remuant, c'est très porteur de... Mais ça suscite beaucoup la réflexion. Je pense que ça reste longtemps avec soi, puis je pense que clairement, c'est un roman qu'on peut relire. Donc, je vous remontre encore une fois la couverture, mais c'est celui-ci, donc, A Witch's Guide to Burning, de Aminder Dhaliwal, ici chez Drown & Quarterly. Alors, sans plus attendre, je vous ai fait un super long segment. Je vais poursuivre ma journée. J'aurais techniquement des livres à aller porter à la bibli. Je ne sais pas si j'ai le temps ou le goût d'aller faire un aller-retour. En même temps, je me dis, bah oui, je pourrais peut-être faire super beau aujourd'hui, en profiter pour faire ça. Bref, si jamais j'ai d'autres choses, je vous en parle. Puis sinon, ben, on se revoit en cours de semaine. Je suis toujours dans ma lecture de complètement autre atmosphère. A Scone to Die de H.Y. Hannah. Sympathique. Donc, si je fais des déplacements, ben, sans doute que je vais le continuer en lecture d'accompagnement pour un moment. Puis, ben, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Ben, voilà. Donc, j'arrête le long segment ici, puis on se reprend quand je peux. Et bonjour. Alors, on est toujours le lundi 6 octobre. Et je reviens de mon un gros moment sur la route, mais finalement pas très fructueux aujourd'hui. Donc, je vais porter mes livres à la bibliothèque. Vous avez pu voir que j'ai vu un nouveau croque-livre. Il n'y avait rien pour moi là-dedans, mais admettez qu'il est vraiment cool. C'est mon chum qui l'avait... C'est mon copain qui l'avait identifié. Puis c'est comme c'est sur la route pour quand je vais à la bibliothèque, ben, je trouve ça chouette. Donc, je suis allée là. Puis j'ai eu d'autres courses à faire. Mais finalement, entre-temps, j'ai terminé la lecture de la version originale de cette version traduite. Donc, L'été meurtrier d'Oxford de H.Y. Hannah. Donc, Chou à la crime. Et en français, c'est A Scone to Die. J'ai vraiment passé un bon moment. C'est pas... c'est comme... C'est vraiment un cozy mystery. Ça reprend les codes parce que l'enquête va être faite vraiment par la propriétaire de, donc Gemma, la propriétaire du salon de thé. Parce que plus ça va aller, puis en fait, les morts vont pas se limiter à un. Oui, il va y avoir des codes de cozy mystery, puis aussi des codes de romance, mais c'est tellement amené avec humour et efficacité, et je me suis vraiment bidonnée. Je dirais pas que c'est de la grande littérature ou qui a un style incroyable, mais ça fonctionne pour les personnages. On s'attache vraiment gros aux personnages, même s'ils sont
déterminé à grands traits, disons, donc c'est quand même archétypal. On y croit quand même. Le personnage principal a vraiment beaucoup d'humour, puis comme en fait on est un peu à l'intérieur de sa tête, ben on a quand même droit à des répliques assez savoureuses. Ça me fait un peu penser, ça me donne un peu l'impression de c'est vieux, mais c'est un peu un ton à la Journal de Bridget Jones d'Hélène Fielding, mais version Cozy Mystery. Donc on a vraiment un humour sympatoche. Des personnages en proie à des situations plus grandes qu'elles. Puis bon, évidemment que c'est un Cozy Mystery. Les choses vont se résoudre un peu à la... Je sais pas, à la petit meurtre entre amis, dans la série télévisée de romans policiers, justement un peu à la style Cozy Mystery, mais ça ne nous empêche pas de continuer à avoir envie de suivre les personnages. Il y a quand même un pas pire plot twist. Bon, je me doutais un peu d'où on allait, mais tu sais, il y a quand même un effort de la part de l'autrice de nous amener à un endroit, puis finalement, essayer un petit peu de nous étourdir, de nous jeter de la poudre aux yeux. Comme je vous dis, c'est pas, ça se résout vite. On a quand même accès à pas mal la majeure partie des indices auxquels, en fait, le personnage principal a accès. Donc, on n'est pas dans un narrateur non fiable ou on n'est pas dans la technique Hercule Poirot où est-ce qu'il sait des choses puis que nous, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça que on se doute quand même un peu d'où ça va. C'est pas, quand je vous dis il y a un plot twist, c'est pas tant que ça va dans une direction complètement opposée, mais c'est quand même, c'est ça. On fait « Ah! » J'ai vraiment hâte de lire la suite, en fait. Donc, je suis assez surprise, mais en même temps, ça me surprend pas trop parce que, comme je vous dis, ben, il y avait quand même Piketty Bookin qui commence à les lire depuis récemment puis qui a vraiment beaucoup aimé. Il y a des gens qui aimaient ça puis qui n'ont pas nécessairement aimé Liana Swenson ou qui sont passés à d'autres types de Cozy Mystery. Donc, pour moi, c'est comme vraiment une lecture cosy, sympathique, qui fait sourire. C'est clair que je vais genre lire les autres de la série. Je pense pas que je vais lire ces autres séries à cette autrice-là. Là. Je sais pas à quel point c'est si bon que ça. Puis peut-être qu'après 2-3, je vais être tannée, parce que sans doute que c'est le même un peu... ben c'est le même modus operandi, mais les personnages sont trop cool. Fait que si jamais il n'y a pas trop de dérives, d'exagération, de trop grandes caricatures ou de trop... une imitation trop évidente, mettons, de formules connues qui fonctionnent, je pense que ça va me plaire. Donc, je suis vraiment surprise. Assez que je me disais, s'il y avait des éditions anglophones qui avaient des couvertures qui étaient plus attrayantes que celles qu'ils ont, là, juste comme... qui ressemblaient un petit peu à ça, je les aurais peut-être même pris quelques-uns à la maison. Je trouve ça vraiment sympathique. Puis dans le fond, à la place de toujours être en train de... Oui, c'est clair que ça s'est inspiré de séries de Cozy Mystery déjà existantes. Puis oui, il y a vraiment, vraiment plein de parallèles avec la série de Joanne Fluke. C'est quoi? Ben, c'est les Anna Svensson, mais ouais, le premier, c'est genre, je pense, de Chocolate Chip Cookie Mystery, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est comme si, bon, ça a été écrit quand même un peu plus récemment aussi que ceux qui ont été que Joanne Fluke. Joanne Fluke, c'est les années 80, donc ça n'a pas super bien vieilli. Là, dans celui-là, ça se passe quand même dans un moment où les gens ont comme des iPads puis des téléphones. Puis bon, on est un peu plus au début des réseaux sociaux, là, quand même, mais on sent que ça a quand même été écrit. Je sais pas si on a initialement... ça a été auto-édité au départ, comme je vous disais. 2016. Ouais, c'est ça. Donc, 2016. Fait que, tu sais, dans ce sens-là, ça va. Puis oui, c'est vrai qu'il y a une de mes collègues qui travaille qui me disait ce qui était intéressant, c'est que ça se passe à Oxford. En fait, là, je vous ai dit Oxford, mais c'est qu'elle, elle habite dans un village qui est juste à côté, là. Parce que je disais le village, mais en fond, Oxford n'est pas un village, bien entendu. Son salon de thé est tout juste, est comme limitrophe de Oxford. Et voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le lieu où ça se passait, j'ai aimé les personnages. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. C'est clair que j'y repenserai pas non plus dans 6 mois, mais je repars pas avec un mauvais goût dans la bouche, je repars pas avec l'impression de avoir levé les yeux au ciel pendant 300 pages. En fait, j'ai juste ri pendant 300 pages. Donc, pour moi, ça m'a fait du bien. Vraiment excellent. Voilà. Et là, ben, j'ai entamé quelque chose, mais je sais pas si je vais le poursuivre. Je sais pas trop. J'ai entamé un roman parce que j'ai vu que le deuxième
tome de cette série-là vient d'être traduit en français. Et j'arrive pas, je suis pas sûre que je vais arriver à dire le nom, mais en tout cas, c'est Octobre de... Je veux la vignette. Ça s'annonce assez glauque et sordide et très rude et très dur. Donc, je sais pas si je vais le poursuivre. Fait que je vais voir avec... Je suis en train de commencer à l'écouter en audio. C'est un peu troublant. Mais j'ai tellement eu juste des commentaires positifs de différentes personnes sur BookTube, de critiques aussi en ligne, dans les médias réguliers, de cette auteure-là, autrice-là, je pense que c'est une autrice danoise, que j'étais comme curieuse. Fait que là, vous allez me dire que je me promène un peu dans toutes sortes de genres cette semaine. Donc, vous allez avoir eu l'espèce de roman graphique marquant et troublant qui est comme dans du fantastico-philosophique. Et là, celui-là qui est comme vraiment une bonne partie de plaisir. Et puis là, techniquement, si je le poursuis octobre, ça va être vraiment, premièrement une lecture de saison, parce que ça se passe en octobre. Mais ça, on va être vraiment dans un autre univers. Là. Donc, je vais venir au courant de ce qui va se passer. Mais si tout va bien, puis que je ne suis pas trop heurtée, disons, dans les prochaines 20-30 pages, je pense que je vais essayer de le poursuivre. Sinon, ben, je verrai ce que je lis au pire aller. Alors, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, à tout bientôt! J'adore les éléphants, c'est un de mes animaux préférés. J'ai tendance à collectionner les choses en forme d'éléphant. Et les renards, ben, qui est une lectrice qui adore l'automne et qui n'adore pas les renards? Je ne sais pas. Donc, je suis très fan aussi. Et bonjour! Alors, on est le mercredi 8 octobre. Je vous reprends après un certain temps. Je suis vraiment occupée ces temps-ci dans les semaines, fait que j'ai pas tant le temps de vous faire malheureusement tant de petites prises de vue accessoires. Mais bon, voilà, me voici. Et je vous confirme que je poursuis vaillamment la lecture que j'avais osé entreprendre. C'est-à-dire un roman de... en fait, c'est le livre Octobre, c'est de Søren Sveistrup. Je crois que ça se dit comme ça, Søren Sveistrup. Et c'est un auteur, je crois bien. Un auteur qui... en fait, ça se passe au Danemark. Je ne sais pas si c'est traduit du danois, mais bon, voilà. Et je l'écoute en livre audio. Ce qui, en raison du contexte du livre, je vais vous lire le résumé. Vous allez comprendre que c'est un peu audacieux de ma part, mais je l'ai aussi en livre numérique. Donc, s'il y a des bouts qui sont trop intenses pour moi, je vais peut-être passer en mode numérique. Alors, je vais vous lire la 4e, telle que c'est présenté par l'éditeur. Début octobre, dans la banlieue de Copenhague, la police découvre le cadavre d'une femme amputée d'une main. À côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à partir de marrons et d'allumettes. Chargée de l'enquête, la jeune inspectrice Naya Tulin et l'inspecteur Mark S. apprennent que cette figurine est porteuse d'une mystérieuse empreinte digitale qui appartiendrait à la fille de Rosa Hartung, ministre des Affaires sociales, enlevée un an plus tôt et présumée morte. Tulin et S explorent toutes les pistes qui leur révéleraient un lien entre la disparition de Christine Hartung et la victime à la main coupée. Lorsqu'une autre femme est tuée, selon le même mode opératoire, ils comprennent que le cauchemar ne fait que commencer. Vous comprenez pourquoi c'est pas vraiment habituellement dans mes limites de thriller horrifique, mais me sensez quand même. Alors, je suis déjà rendue, je crois, à peu près, je sais pas si je suis à la moitié, mais proche. Et c'est super prenant. Ce que je peux vous dire, à part le fait que il faut être capable de prendre des descriptions graphiques des personnes qui sont décédées. Et il faut aussi être capable de soutenir un moment un rythme très haletant. C'est vraiment une structure de thriller. C'est des chapitres hyper courts. Il y a vraiment énormément de chapitres. Je ne sais pas si j'ai halluciné, mais je pense que j'ai vu 231. Mais tu sais, c'est des chapitres, je ne sais pas en page, ça donne combien, mais même en livre audio, c'est des très courtes séquences. Je pense que c'est des 5 minutes chaque fois. Fait que j'imagine que c'est des chapitres de peut-être 3-4 pages. Ce qui donne, désolée pour la décoration. Donc, ce qui donne quand même un rythme par défaut haletant. Parce que dans le fond, la narration va être faite par l'enchaînement de différents points de vue d'un
ce qu'on pense être une même ligne de temps. Là. Il y a quelques petits moments dans le passé. Donc, on va avoir, oui, bien sûr, le point de vue des inspecteurs, de l'inspectrice Touline, de l'inspecteur S, ensemble, séparément, leur vie privée, leur vie d'enquête, les personnes qui sont impliquées dans, entre autres, la disparition, en fait, Rosa Hartung, donc elle dont la fille a été enlevée l'an dernier et tout ça. Et on va être là aussi pour les moments qui vont précéder les meurtres. Donc, puis ça se termine toujours, un chapitre se termine toujours juste avant qu'il se passe. Ben, en fait, il y a souvent un peu de description un peu macabre. Puis, comme on a l'impression qu'on va arriver au moment qui est le pire, le chapitre s'arrête. Donc, c'est vraiment structuré comme ça. Alors, jusqu'à maintenant, je trouve ça très prenant. C'est une expérience de lecture qui me rend très tendue, mais j'ai bien envie de le lire. Pourquoi j'avais envie, en fait, de lire ça? Je ne sais même pas si je vous en ai parlé, mais c'est que il y a un tout nouveau... Je pense que je n'ai parlé. Je me répète, c'est pas grave. Il y a un tout nouveau Søren Sveistrup qui sort, en fait, cet automne, qui s'appelle Cache-Cache. Et si je me souviens bien, c'est les deux mêmes enquêteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir quand même Naya Touline qui a l'air d'avoir une vie personnelle un peu singulière. Elle habite seule avec son enfant. Et une autre personne significative dans sa vie qu'elle appelle le grand-père de son enfant, mais qui n'est pas son grand-père, de ce que j'ai compris. Et on a Marc S., qui est un ancien policier de la police à Copenhague, mais qui travaille dans une autre unité qui s'intitule là-bas Europol, mais j'imagine que c'est comme Interpol, bref, qui est situé à La Haye, et qui se retrouve à Copenhague dans ce corps policier-là, de façon temporaire et vraiment contre son gré parce qu'il a été suspendu de ses fonctions dans l'unité spéciale à Europol, à La Haye, parce que, pour différentes insubordinations puis différents comportements, puis on lui a dit, retourne dans ton ancienne brigade le temps qu'on fasse enquête interne, puis dans le fond, il est retourné un peu contre son gré. Ce qui fait qu'au départ, quand il est là, il n'est pas très coopératif. Il est en mode genre, je fais juste passer mon temps le temps que les rapports arrivent. De toute façon, ils ne peuvent pas vraiment me suspendre, j'ai rien fait de mal, blablabla. Et sa collègue temporaire, Naya Touline, est juste comme, elle comprend tout de suite c'est quoi un peu la situation, puis elle laisse un peu exister, elle laisse un peu vivre son moment de, vraiment à bout et tout ça. Mais rapidement, ils sont pris dans cette enquête-là, puis elle va se rendre compte que Marc S. est comme il a travaillé à Europol, il a quand même une autre vision des choses, une vision un peu plus globale. Puis, il fait des bouts d'enquête de son côté parce que vraiment, il est pris par la situation. Mais ça a l'air d'être quelqu'un qui est vraiment pas facile à vivre, genre, il ne tient pas trop au courant de ce qu'il va faire, mais il arrive soudainement en urgence parce qu'il a découvert quelque chose. Fait qu'on sent que les deux tempéraments sont assez différents, puis ça peut potentiellement faire des flamèches, mais bien entendu, ce genre de duo-là, habituellement, ça fonctionne bien dans les enquêtes, c'est assez efficace parce qu'ils se complètent. Donc, je suis vraiment prise par l'enquête, je suis pas bien dans l'enquête, mais c'est pas parce que c'est pas bon, c'est parce que c'est une limite un peu. Et je suis un peu à la limite supérieure, très supérieure de ce que je suis capable de supporter. Cela dit, j'ai pas l'impression que c'est gratuit. C'est vraiment des meurtres qui sont sordides. Donc, c'est fait pour faire comprendre au lecteur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'ambiance qui est là. C'est drôle parce que ça se passe en octobre puis qu'il y a eu une ligne de temps qui commence, il me semble, le 3 octobre. Puis je ne l'ai pas commencé le 3, mais c'était pas loin. Fait que c'est encore plus vertigineux quand j'ai l'impression de savoir que je suis comme en phase avec le déroulement du livre. Je sais pas si ça vous fait ça des fois. Alors voilà. Je n'étais pas sûre que j'allais le lire à l'époque quand c'était sorti, puis je l'avais entendu parler. Mais là, finalement, quand j'ai vu l'autre, je me suis dit, ok, je peux bien essayer. Puis tous les gens, en fait, qui reçoivent, en fait, en service de presse en ce moment, le nouveau, donc Cache-Cache, c'est des booktubers que je suis, puis c'est des booktubers qui ont des profils de lecteurs, de lectrices différents. Puis c'est tous, elles attendaient tous ce livre-là avec impatience, donc je me suis dit, bon, peut-être que je peux essayer. Alors voilà où j'en suis. Alors je continue ma lecture et quand j'ai d'autres trucs à vous dire concernant cette terrifiante lecture, je vous reviens. À plus tard. Voilà, un accident, une maladie, enfin bref. Il y a tout à coup un univers très fantastique et féerique qui vient s'insinuer là-dedans parce qu'elle découvre une porte dans la crypte où sont donc enterrées ses sœurs, qui vont mener elle et toutes ses autres sœurs à travers un bal absolument magique avec des êtres féeriques, elles savent pas trop où elles sont, elles perdent la notion du temps, etc.
Hey, coucou vous autres! Alors, on se retrouve en ce vendredi 10 octobre, pause repas. Pas tout à fait studio mobile, c'est pas la même. Éclairage, encore une fois, en deux tons. Pour clore le vlog sur mon avis sur le fameux et le fort terrifiant Octobre de Søren Sveistrup. Je sais pas comment on le prononce. Ma foi! C'était vraiment prenant. Donc, je ne pourrais pas vraiment beaucoup vous parler plus de l'intrigue que ce dont je vous ai déjà... ce que je vous ai déjà mentionné à ce sujet-là, mais je confirme que le style de l'auteur est un style qui est hyper haletant, prenant, qui maintient le lecteur dans le malaise, qui est pas fait pour les âmes fragiles. Je confirme qu'il y a énormément de descriptions de choses assez affreuses à écouter ou à lire, qui font malheureusement partie des choses qui peuvent arriver dans les crimes. Je vais pas tout nommer qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme avertissement, mais il y en a, c'est sûr. Disons que globalement, c'est en lien avec la violence en général, la violence envers certains types de clientèle et les abus, toutes sortes d'abus sur différentes sphères, particulièrement envers les enfants en ce qui concerne les abus. Donc, j'aime mieux vous dire quand même, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui est capable de prendre ça. Je suis pas sûre que moi-même je suis capable de prendre ça, mais bon, j'ai été vraiment pris par l'histoire, par les personnages qui nous sont proposés. C'est des personnages qui sont avec des bleus et des bosses, comme c'est la plupart du temps le cas dans ce genre de roman policier-là. C'était la première fois que je m'exposais à ce niveau de sordide. Comme je vous dis, je suis pas sûre que je préfère ça souvent, mais ça m'a assez happée. J'ai assez été intéressée par les personnages principaux. Donc, l'inspecteur Toulanine, je me souviens plus déjà son prénom, en tout cas, et Marc S, qui sont une espèce de duo improbable. Dans le fond, ces deux-là, qui ont leur histoire chacun, dont on n'a pas tout appris, au sujet desquels on n'a pas tout appris, particulièrement la femme inspectrice. L'homme, on en apprend un peu plus, et qui fait un peu pressentir peut-être une suite potentielle. Bon, c'est complet en soi. La preuve, c'est qu'il y a un nouveau qui est sorti, mais je pense qu'à priori, à l'époque, c'est pas sûr qu'il y avait une suite, mais c'est tellement il y a tellement un souci de présenter les personnages, leurs caractéristiques, des petits indices sur leur passé qui pourraient avoir une influence sur ce qui se passe dans le fond, dans le concret, ce qui les anime dans leur métier, ce à quoi ils sont vraiment sensibles, puis ce qui va nécessairement devenir pour eux autres potentiellement des forces s'ils décident que ça en est pendant les enquêtes. Et voilà, donc ça vraiment c'est un point fort. Le rythme, clairement, c'est vraiment un rythme de trailer, donc comme je vous disais, 131, pas 231, 131, mais déjà, chapitre très court qui très, très, très souvent s'arrête en plein milieu d'une description fort sanglante ou sordide. Tant mieux, ça nous permet de souffler, mais ça ne veut pas dire que parce que ça s'arrête là, il n'y en a pas. C'est juste que des fois, ça ne va pas jusqu'au bout et c'est une bonne chose. Et ensuite, disons, comme je vous disais, plusieurs points de vue. Donc ça aussi, c'est intéressant. Une même situation, plusieurs points de vue. Des grands moments de révélation sur le passé d'un des personnages en cours, un peu parsemé à travers, dans le fond, le roman, plutôt que de favoriser soit le début ou la fin complètement à la Hercule Poirot. C'est parsemé tout au long de l'intrigue. Donc, ça nous permet de mieux comprendre. Et une très bonne agilité concernant essayer de faire croire au lecteur qu'il est vraiment super intelligent et qu'il a tout compris. En tout cas, peut-être que vous allez avoir tout compris quand vous allez l'avoir lu. Mais en ce qui me concerne, jusqu'à la toute fin, j'ai été sur le bout de mes orteils. Pas qu'on ne peut pas percevoir vraiment un peu où ça va mener, qu'est-ce que ça peut impliquer. Mais ça joue beaucoup, beaucoup sur notre capacité à bien décoder les signes qui nous permettraient de nous dire je me fie à cette personne-là ou pas. Et comme dans la vraie vie, on est dans des personnages qui sont en dégradé. Donc, des personnages qui
pour chaque personne ont leurs forces et leurs faiblesses. Il y a des personnages qui sont pas mal plus, finalement, en dégradé dans le sens que c'est uni d'une couleur à l'extérieur et uni d'une autre couleur à l'intérieur, mais on est quand même dans des dualités beaucoup, donc c'est ça qui est intéressant. Alors, découverte surprenante qui m'a affectée beaucoup. J'avais le goût d'y retourner parce que je voulais savoir qu'est-ce qui se passait, mais en même temps, en livre audio, je vous le conseille peut-être pas si vous avez les âmes sensibles en livre audio. C'était une excellente lecture audio. La narratrice était vraiment bonne, mais c'est sûr que ça rend les choses encore plus concrètes quand on est dans les descriptions sordides. Donc, peut-être que donnez-vous une petite chance puis lisez-les en livre papier peut-être ou en livre numérique si jamais ça permet au moins de lire en diagonale au pire pour les passages qui sont un petit peu trop crus. Mais j'ai l'impression que je vais quand même lire le nouveau finalement, donc cache-cache. Mais je vais me donner un petit moment pour un petit peu m'en remettre. Alors voilà, c'était ma dernière lecture de ce vlog-ci. J'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si ça vous dit. On est allé dans 2 extrêmes pour les romans cette semaine. Donc, n'hésitez pas à me dire est-ce que vous connaissez un ou ces 2 auteurs, autrices-là. Et si vous avez des suggestions de lecture. Là, si jamais vous avez lu Søren Sveistrup, ben, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres auteurs qui, pour vous, vous font penser à cette plume-là. Mais disons du côté un peu moins sordide peut-être que Sveistrup, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des suggestions. Parce que je pense que j'oserais essayer, mais ça dépend. Alors voilà, sur ce, j'espère que, ben, je sais pas si de votre côté l'automne s'est rendu chez vous. Nous autres ici, ça commence à devenir un peu plus frais, donc ma saison préférée qui arrive, l'hiver. Oui, je sais, j'ai vraiment une opinion impopulaire. Et ben, j'espère que vous allez avoir des superbes lectures. Puis, ben voilà. Tout ce qu'il nous reste à dire, c'est à la prochaine.